Dominique de Villepin est donc notre invité. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez notamment été, je le disais, ministre français des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis ensuite Premier ministre entre 2005 et 2007. Et il y a tout juste 20 ans, je le disais, vous preniez la parole au Conseil de sécurité de l'ONU, un discours entré dans l'histoire. On va voir pourquoi. Louisa Abrites revient sur cet événement. La guerre est toujours la sanction d'un échec. Le 14 février 2003, c'est la première fois que le Conseil de sécurité des Nations Unies applaudit. Le ministre des Affaires étrangères de Jacques Chirac, Dominique de Villepin, est venu défendre la position de la France. Il ne faut pas envoyer de militaires en Irak. Le conflit diplomatique est latent. Quelques jours plus tôt, les États-Unis accusaient le pays de détenir des armes de destruction massive. Les tensions entre les deux puissances débutent à l'automne 2002. Le Conseil de sécurité vote la résolution 1441 et envoie des inspecteurs en Irak. Un compromis qui ne satisfait pas les États-Unis de George Bush va en guerre contre Saddam Hussein. Mais aux côtés de la France, la Russie, l'Allemagne et la Chine s'opposent à une intervention. Personne ne peut donc affirmer aujourd'hui que le chemin de la guerre sera plus court que celui des inspections. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie. Un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes. Et c'est justement l'histoire des Nations Unies et celle de la diplomatie française qui resteront marquées par ces 15 minutes de discours. Dominique de Villepin, quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez ? D'abord, c'est la fierté d'avoir pu représenter la France dans un moment exceptionnel. Jacques Chirac s'était très profondément engagé dans ce conflit dont nous pressentions bien à quel point il allait peser lourd sur les prochaines années. Peser lourd sur les divisions du monde, sur les malentendus du monde. Et il y a comme une sorte d'écho 2003, 2023, une sorte de répétition avec toujours la même question. Est-ce que la communauté internationale ne peut pas retrouver son unité, se mobiliser pour essayer de faire face aux grands défis du monde qui pendant ce temps ne sont pas traités, le défi écologique, le défi de la pauvreté et combien d'autres. Juste Dominique de Villepin, les coulisses de ce discours, si vous deviez nous en dire quelques mots. C'est un discours qui est à la fois le fruit de mois de travail, de conviction auprès des interlocuteurs étrangers, pendant la préparation de la résolution 1441. Donc il y a toute l'argumentation que j'estimais nécessaire pour pouvoir faire passer notre message auprès des Américains. La balance bénéfice-risque d'une invasion, par exemple ? Exactement. Qu'est-ce qu'il fallait dire pour montrer aux Américains qu'ils faisaient fausse route ? Chaque mot pesait. Chaque mot pesait. Et puis, il y a la veille de ce discours, retravaillant dessus, je me rendais compte qu'il manquait quelque chose. Et c'est là où j'ai pris ma plume tard le soir et pendant le voyage, très court, en Concorde. C'était un voyage extrêmement rapide, où j'ai voulu rajouter cette dernière partie parce que j'éprouvais le besoin de porter véritablement, personnellement, ce discours. La France est un pays singulier, elle a une histoire singulière, et je pense que c'est tout cela, cette expérience-là qu'il fallait partager avec le reste de la communauté internationale. Vous avez été considéré comme un visionnaire par beaucoup, mais pour autant, qu'est-ce qui a changé pour vous, personnellement, pour la France ? Alors d'abord, c'est la vision de Jacques Chirac. Jacques Chirac, président de la République, qui était le dernier chef d'État à avoir eu l'expérience de la guerre. Ne l'oublions pas. Et ça change beaucoup de choses, vous savez, de savoir ce que c'est que cette barbarie, ce carnage quotidien, cette absurdité de la guerre. Et donc, notre engagement a été total, et contrairement à ce que pensent certains qui disent parfois, bon, vous vous êtes engagé, mais ça n'a servi à rien, puisque les Américains sont partis en guerre. Eh bien, on voit aujourd'hui à quel point cela sert. D'abord, à l'époque, nous soulignons à quel point le cycle infernal de la peur et du ressentiment pouvait accroître l'instabilité du monde. Deuxièmement, nous soulignons que la voie multilatérale, c'est-à-dire une communauté unie
était beaucoup plus efficace pour relever les défis. Regardez comment les défis de la prolifération se sont aggravés depuis 20 ans. Aujourd'hui, on le voit avec la Corée du Nord, on le voit avec l'Iran. Nous avions voulu à ce moment-là construire un moyen international de corriger tous ces dangers. Et donc aujourd'hui, on le voit bien, la question multilatérale, la question de la gouvernance sont toujours d'actualité. Donc il y a un parallèle très fort. Il y a un parallèle très fort avec quoi? Vous l'avez cité, l'année en tous les cas 2023. L'Ukraine, c'était le 24 février dernier, il y a quasiment un an, dans 10 jours, ça fera un an que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. Alors beaucoup d'Ukrainiens, on le sait, ont vu leur vie basculer avec ce conflit. Je propose de regarder ces images et ce récit de Mevalo. C'était l'un de ses derniers discours d'avant-guerre. Nommé en 2019 par le président Zelensky gouverneur de la région de Tchernivtsi, dans l'ouest de l'Ukraine, Sergueï Oussatchouk a troqué le costume-cravate contre l'uniforme. Réserviste, devenu lieutenant-colonel dans le corps des gardes-frontières, il participe désormais à la défense de Bakhmout. Il est notamment chargé de coordonner les actions de son unité avec celles des autres branches de l'armée ukrainienne. J'ai vite compris que tôt ou tard, je ferais partie des défenseurs de notre liberté. Pendant les 6 premiers mois, j'ai organisé la mobilisation de toutes les ressources de défense de la région de Tchernivtsi. Et chaque jour, je lançais un appel aux citoyens pour qu'ils rejoignent les forces armées. Malgré la violence des combats d'une guerre sans pitié et qui dure, l'ancien gouverneur ne compte pas lâcher son arme. Il songe même à rester dans l'armée après la victoire, à laquelle il croit. Aujourd'hui, c'est à Bakhmout que nous sentons le mieux le désir de l'Ukraine de gagner sa liberté, sa souveraineté. Et aujourd'hui, c'est l'endroit où se décide le destin de la nation ukrainienne, de l'Europe libre et du monde entier. Katerina Moussienko ne compte pas rejoindre le front, mais la guerre a aussi bouleversé sa vie et son regard. Native d'Odessa, la russophone, berceau de la nouvelle Russie que Vladimir Poutine rêve de reconstituer, elle combat à sa façon l'envahisseur. Avant l'invasion à grande échelle, je parlais russe et j'étais même une russophone assez agressive. Par principe, je parlais toujours aux Ukrainiens en russe. Et maintenant, je comprends à quel point j'avais tort. Russophone et russophile, la mort de son grand-père tué dans une frappe russe est un point de rupture et de non-retour. La jeune femme de 24 ans a fait de la langue son arme pour repousser l'ennemi. Je ne voulais plus entendre d'excuses, je m'en fichais. Autant j'étais une russophone agressive, autant maintenant je suis devenue ukrainophone agressive, sans compromis et irrévocablement. Katerina a même fondé une association de défense de la langue ukrainienne. Comme elle, de nombreux Ukrainiens russophones que Vladimir Poutine assure défendre ont fait le choix d'abandonner le russe en guise de résistance. Une résistance qui surprend le monde et à laquelle le Kremlin ne s'attendait sans doute pas. Dominique de Villepin est notre invité. Comment qualifiez-vous cette guerre? C'est une invasion? C'est un conflit national? C'est un conflit de territoire? C'est à la fois une guerre de conquête et en même temps, c'est une guerre profondément inégale entre deux puissances dans des situations différentes. On a d'un côté la Russie qui agresse l'Ukraine, qui est une puissance avec une population 3 fois plus grande que celle d'Ukraine, un PIB 10 fois plus grand, un territoire 27 fois plus grand, donc il y a un très grand déséquilibre. Ça, c'était au début, parce que là, il y a les alliés, il y a l'OTAN, notamment avec l'Ukraine. Alors j'y viens. Dans cette inégalité, il y a aussi le fait que nous avons une puissance nucléaire et une puissance qui ne l'est pas. Et puis nous avons surtout le fait que la guerre se déroule sur le territoire ukrainien et ne se déroule pas sur le territoire russe et ne peut pas se dérouler sur le territoire russe. Parce que ce serait le risque alors d'envenimer considérablement ce conflit et de déclencher une guerre patriotique du côté russe. Alors vous avez raison, la première chose qu'il nous faut faire, c'est de corriger cette inégalité, c'est-à-dire d'apporter un soutien militaire stratégique. Encore faut-il être capable de savoir quel est notre objectif. Aujourd'hui, il est très important d'évaluer quel doit être le premier objectif de l'Ukraine. Eh bien, l'Ukraine n'a pas le temps pour elle. Et l'Europe non plus. Donc nous devons prendre en compte le fait que les Russes jouent la montre, ils cherchent à geler la situation sur le terrain, alors que l'Ukraine doit
percer le front russe de façon à récupérer son territoire. Pour cela, il lui faut les moyens qui permettraient de repousser les forces russes. Est-ce que ça fait des Européens, notamment la France, les États-Unis, des pays co-belligérants? Alors, en aucun cas, parce que nous ne participons pas au combat, il n'y a pas un soldat européen ou un soldat de l'OTAN sur le territoire ukrainien, et par ailleurs, nous n'intervenons pas, ni nous, ni nos armements, sur le territoire russe. Mais on voit que ça monte crescendo, on parle aujourd'hui d'avions de combat, M. Villepin. Certes, mais même, quels que soient les matériels, dès lors que vous respectez ces deux règles, pas de soldats au sol, et deuxièmement, pas d'armement utilisé contre la Russie même, ne l'oublions pas, nous sommes face à un agresseur qui est russe, et bien la moindre des choses, c'est que l'Ukraine... Donc cette fois, la guerre, c'est le chemin le plus court, cette fois, si je reprends vos mots à l'ONU? Alors, soyons complets, la guerre est nécessaire pour permettre à l'Ukraine d'être en position de récupérer son territoire. Et c'est alors que véritablement la négociation pourra s'enclencher. Mais en attendant, ça ne veut pas dire que la diplomatie ne peut rien. Il y a souvent un malentendu là-dessus. La diplomatie, c'est pas juste une négociation. Absolument. La diplomatie, c'est bien plus que ça. En même temps qu'il y a un renforcement militaire de l'Ukraine, la diplomatie doit faire tout son travail. Pourquoi? Parce que malheureusement, cette guerre, elle n'est pas comprise au-delà des frontières de l'Europe. Au-delà de l'Europe, c'est une guerre de blancs, c'est une guerre entre des pays européens, c'est une guerre de blancs, et donc qui n'a que peu d'écho et peu de sympathie. Vous dites d'ailleurs que 2/3 des peuples dans le monde ne soutiennent pas la Russie, mais sont neutres. Absolument, pratiquent ce que l'on appelle le multi-alignement. Donc nous devons convaincre que dans cette agression, eh bien, la première victime, c'est bien sûr l'Ukraine, mais c'est le droit international. Nous ne pouvons pas accepter, comme on ne pouvait pas accepter au temps de l'Irak, que les États-Unis pratiquent un tel mensonge. Eh bien là, le droit international est bafoué. Les États-Unis ont fait du mal en se comportant de la sorte. Souvent, Vladimir Poutine dit « ce sont vous qui avez envahi l'Irak, l'Afghanistan, vous avez protégé une minorité au Kosovo en intervenant ». La Russie a beau jeu, effectivement, de se référer au Kosovo, de se référer à l'Irak, de se référer à la Libye pour marquer l'ingérence occidentale, la volonté de l'Occident de mettre en place une politique de changement de régime. Donc il faut tirer les leçons, il faut beaucoup d'humilité dans ces affaires-là. Et en attendant, est-ce qu'il faut continuer à discuter avec Vladimir Poutine, le président russe, oui ou non? La première question, c'est de convaincre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ceux qui sont les mieux placés pour faire passer ce message à Vladimir Poutine, eh bien, ce sont les grands pays émergents. C'est ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire la Chine, l'Inde, un pays comme le Brésil. Le président Lula s'est exprimé sur ce sujet il n'y a pas longtemps. Ces pays peuvent montrer à quel point cette guerre est dangereuse pour tous. Pour le monde, c'est une guerre, ne l'oublions pas, qui est mondialisée, qui a une dimension locale et une dimension mondiale, qui a des conséquences en matière alimentaire, en matière énergétique, en matière d'inflation, qui pèsent très lourd sur les économies du monde. Et donc, nous devons mobiliser à la fois sur le plan diplomatique et en même temps, dans toutes les enceintes multilatérales. Nous pourrions parfaitement mobiliser les Nations Unies. Au temps de l'Irak, nous avions régulièrement des réunions au niveau ministériel. On a même sollicité une réunion au niveau des chefs d'État. Aujourd'hui, ces rendez-vous-là seraient susceptibles de faire sauter le verrou qui pèse sur la conscience de ces pays. Selon vous, cette bataille diplomatique ou pas assez? La bataille diplomatique n'est pas suffisamment menée. Et je pense que nous aurions intérêt à envoyer des délégations de plusieurs États européens représentant l'Europe, l'Allemagne, la France, la Pologne et d'autres États, qui pourraient aller dans l'ensemble des capitales du monde. C'est le combat que j'ai mené au moment de l'Irak, pour convaincre de la nécessité de mettre fin à cette boucherie. L'autre boucherie, si l'on peut dire, puisque vous évoquez le mot, entre guillemets, c'est bien entendu ce qu'a vécu la Syrie depuis 2011. Et c'est un pays dont on reparle beaucoup, hélas, à l'occasion du séisme. Il a fallu attendre ce séisme pour reparler de la Syrie. Le bilan s'élève ce soir à plus de 37 000 morts. Alors on va voir avec vous si on peut parler de diplomatie du séisme. Pourquoi? Parce que, visiblement, on met les querelles de côté, le temps de la solidarité. Regardez ces images commentées par Guillaume Villadier. Même le passager du camion a tenu à immortaliser le moment historique. Au bout de ce pont, c'est la Turquie. Personne n'avait franchi la rivière Arax depuis des décennies. La dernière fois, c'était en 1988, pour acheminer de l'aide aux victimes du tremblement de terre qui avait terrassé Yerevan, la capitale arménienne. 35 ans plus tard, un autre séisme, cette fois-ci en Turquie, et la frontière entre les deux ennemis s'ouvre à nouveau pour secourir les sinistrés. Les catastrophes naturelles auraient-elles le pouvoir d'effacer les rivalités ancestrales? Inattendue également cette image du chef de la diplomatie turque à gauche, survolant les lieux de la catastrophe en compagnie de son homologue grec.
oublier le contentieux en mer Égée, le dossier chypriote et la crise migratoire. La Grèce a été parmi les premiers pays à appeler et à proposer son aide. C'est important que l'on s'entraide dans les moments difficiles. Oui, et comme vient de le dire Monsieur le ministre Çavuşoğlu, nous ne devons pas attendre un autre tremblement de terre pour améliorer nos relations. Après les séismes de 99 déjà, Athènes et Ankara s'étaient mutuellement porté assistance, rétablissant une certaine confiance entre les deux pays. En Syrie aussi, le séisme pourrait être l'occasion de rebattre les cartes. Si elle veut véritablement aider les victimes, la communauté internationale va sans doute devoir lever les sanctions contre le régime de Damas. Une opportunité pour Bachar al-Assad, isolé depuis des années. Le président syrien a accepté de rouvrir plusieurs postes frontières. Ce mardi matin, pour la première fois depuis 10 ans, un avion saoudien chargé d'aide humanitaire s'est posé à Alep. Le rapprochement entre Damas et plusieurs pays du Golfe était amorcé depuis plusieurs mois. Le séisme pourrait l'accélérer. Dominique de Villepin, justement, la France peut-elle renouer, est-ce que c'est envisageable, renouer avec Bachar al-Assad? Renouer au moins au niveau technique pour faire en sorte que l'aide que nous voulons apporter puisse être acheminée. Ce séisme a frappé surtout une zone frontalière, des zones difficiles d'accès, tant du côté turc que du côté syrien, avec à la fois des minorités kurdes, alévis, des populations qui font souvent partie des groupes rebelles. Et donc, les deux États centraux n'ont pas été prompts à se mobiliser rapidement. Ils ont passé plusieurs jours d'attente qui malheureusement n'a pas permis de sauver une partie de la population martyrisée. Aujourd'hui, il faut tout faire parce qu'il n'y a pas seulement la question d'essayer, même si c'est aujourd'hui difficile, de retrouver des survivants. Il s'agit de porter assistance à ces centaines de milliers de personnes en immense difficulté, qui sont dépourvues de tout, qui souffrent du froid, de la faim, avec le risque d'épidémie. Là, la France, l'Union européenne peut apporter un secours. Et c'est vrai qu'il faut, dans ce contexte-là, une coordination avec les autorités de ces deux États. Quitte à faire fi de ce qui s'est passé, notamment du conflit et de la guerre civile. Vous savez, en matière diplomatique, il faut être guidé par des objectifs. Et là, notre objectif, il est humanitaire. Et donc, la coordination, elle implique une prise de contact, elle implique un dialogue. Choisissons d'établir ce contact au bon niveau, notamment au niveau technique, pour assurer... Pour l'avenir, Dominique de Villepin, pour l'avenir. Je vous pose la question parce qu'avant même ce séisme, nos confrères du Figaro ont notamment rédigé un article en disant la France regarde les alliés arabes de la Syrie, les Émirats arabes unis qui ont ouvert leur ambassade il y a 3 ans, ou encore l'Égypte qui se rapproche de Bachar al-Assad. Est-ce que Emmanuel Macron peut renouer le dialogue avec Bachar al-Assad ou est-ce que selon vous ce serait choquant et inenvisageable? Nous n'oublions rien de ce qui s'est passé tout au long de ces dernières années et des horreurs qui se sont déroulées là-bas. Ce qui est vrai, c'est que la France, eh bien, elle a des relations avec des États. Et à ce titre, il ne s'agit pas de mettre sur la table une subjectivité qui parfois pourrait peser très lourd dans des moments comme ça. Donc nous avons besoin de relations efficaces et on le voit face à des situations humanitaires de ce type. Le dialogue doit être noué. Choisissons le niveau, laissons le temps faire son travail, choisissons le bon niveau, mais que nous ayons une représentation sur place, un chargé d'affaires, une représentation technique. Le sang-froid diplomatique, pourrait-on dire. Que reste-t-il de la politique arabe de la France, Dominique de Villepin? Eh bien, elle a été mise à mal par toutes les évolutions, et pas uniquement les évolutions récentes. C'est un long processus. Depuis 2003, on a vu à quel point cette région a été secouée. Le renversement de Mouammar Kadhafi a fait du mal sous Nicolas Sarkozy. Le renversement de Mouammar Kadhafi, mais bien d'autres choses. La non-reconduction de l'accord nucléaire qui avait été signé et dont les États-Unis se sont retirés, qui nous place aujourd'hui devant une crise de prolifération majeure. Il y a le risque d'avoir un nouvel État nucléaire. Et nous savons que si l'Iran est demain un État nucléaire, eh bien la tentation pourra exister du côté de l'Arabie Saoudite, des Émirats, de l'Égypte. Donc ce sont des phénomènes très complexes. Et puis nous voyons le drame qui se joue encore en Palestine. Nous avons vu Jénine, nous avons vu Jérusalem, nous voyons Jéricho. Il y a là des cycles qui sont extrêmement douloureux et meurtriers. Et donc oui, la politique doit retrouver ses droits et nous devons nous réengager. Nous ne pouvons pas rester indifférents à tant de souffrances dans cette région, une région qui nous
nous est si proche. Des cycles douloureux au Proche-Orient, mais aussi en Afrique, région qui nous est proche. Et je ne parle pas du Liban, où la France cherche à se réinvestir et essaye de faire un travail de fond pour permettre à ce pays de retrouver une stabilité. Et de ce point de vue-là, vous connaissez l'engagement du président de la République. Et des événements douloureux aussi en Afrique. On y vient avec le Sahel, évidemment, où la France, on le sait, est intervenue il y a un peu plus de 10 ans au Mali. Depuis, les djihadistes, loin d'avoir été vaincus, ont étendu leur emprise, notamment au Burkina Faso. Au moins 19 civils, dont des supplétifs de l'armée, ont été tués dans 2 attaques ces derniers jours. On va prendre la direction de Ouagadougou, la capitale, où on retrouve notre correspondante Fanny Noharo. Bonsoir Fanny. Le retrait des forces spéciales françaises à la demande des autorités burkinabès, c'est désormais une question de jour? Oui, et une partie de ces 400 militaires présents a déjà quitté le Burkina Faso. Il reste encore quelques hommes pour terminer la partie logistique et renvoyer le dernier matériel. Et les derniers soldats devraient être partis d'ici le 22 février, selon nos informations. Pour aller où ? Pas de précision, répond l'état-major français, parce qu'il ajoute qu'il n'y a pas eu de demande d'autres pays pour accueillir ces forces spéciales, mais d'après des sources sécuritaires, le Niger devrait en accueillir quelques-uns. On parle de moins d'une centaine d'hommes qui pourraient se baser dans la région de Tillabéri, au nord du pays. La Côte d'Ivoire est également évoquée. Ce départ met donc fin à 14 années de présence sur le sol burkinabé, alors que très peu des missions de sabre se sont déroulées au Burkina Faso. Les forces spéciales intervenaient essentiellement au Mali, mais aussi au Niger. Le président burkinabé Ibrahim Traoré l'avait dit il y a quelques jours lors d'un échange avec des étudiants. Nous voulons être souverains. Le pays mise donc sur le multipartenariat, la Turquie par exemple, mais aussi plus récemment la Russie qui a annoncé vouloir renforcer son partenariat. Le pays mise aussi également sur ses VDP, ses volontaires pour la défense de la patrie. On constate un renforcement ces dernières semaines de ces opérations conjointes militaires VDP. Ainsi se décide donc cette nouvelle stratégie des autorités pour faire face à une situation sécuritaire critique. Sur 13 régions que compte le pays, 10 sont régulièrement attaquées. Rien que la semaine, d'après des sources sécuritaires, plus de 80 personnes ont été tuées dans des violences terroristes. Fanny Noharo à Ouagadougou pour TV5 Monde. Merci Fanny. Dominique de Villepin. Pourquoi ce désaveu de la France au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso ? D'abord, nous sommes dans un nouveau temps. On a eu la colonisation, la décolonisation. Nous assistons à nouveau à un temps historique de prise de conscience en Afrique, de volonté d'affirmation et d'émancipation. Donc il y a une réalité historique. Il y a par ailleurs un phénomène plus large qui dépasse l'Afrique et qui est vrai de ce sud global, de ce monde émergent. C'est le ressentiment éprouvé à l'encontre des pays occidentaux et en particulier des anciens colonisateurs. Donc il faut prendre en compte ce sentiment. Mais Dominique de Villepin, lorsque la France n'intervient pas, on dit que la France n'intervient pas et qu'elle laisse faire des civils qui meurent. Et quand elle intervient, elle est vite accusée de néocolonialisme. C'est pour ça que je me garderai de donner des leçons. Oui. C'est extrêmement difficile. Il y a néanmoins un facteur temps qui pèse lourd sur les interventions françaises militaires en Afrique. La France est restée trop longtemps au Mali, diriez-vous ? Il est évident que ce type d'opération, que ce soit au Mali ou dans cette région-là, ne peuvent pas durer ce temps-là. Pour une raison très simple que nous avions analysée avec Jacques Chirac en ce qui concerne l'Irak. C'est que passé les premiers mois d'une intervention, eh bien, les forces étrangères sont perçues comme des forces d'occupation. On les rend responsables du manque d'efficacité de l'intervention, on les rend responsables de toutes sortes d'agissements et de complicité avec les régimes en place. Et pourquoi la Russie a le vent en poupe ? Et cela est perçu comme une immixtion dans les affaires intérieures. Et la Russie, elle est là en Centrafrique, elle est au Mali aujourd'hui. Sergueï Lavrov était il y a quelques jours à Bamako. D'abord, la Russie profite d'une situation historique où elle a été auprès de ces pays lors des indépendances, accompagnant les émancipations. Ouais. Elle apporte une aide extrêmement précise et pointue au gouvernement en place, avec quelques centaines d'hommes en matière de sécurité. Elle n'assume pas la question du développement, elle n'assume pas la question de la lutte contre le terrorisme. Donc l'action des groupes Wagner, c'est une action extraordinairement limitée. Très vite, les pays africains se rendront compte que, hormis la protection de quelques dirigeants qui sont, eux, personnellement sécurisés, eh bien, l'Afrique n'est absolument pas bénéficiaire de cette aide de la Russie. Donc là, il y a un marché de dupes, mais encore faut-il que le temps éveille les consciences. Mais
soyons conscients que c'est l'ensemble de l'Afrique qui est aujourd'hui menacée. C'est pas seulement quelques pays du Sahel. On voit le risque qui s'accroît en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans d'autres États. Face à ce risque-là, eh bien, nous devons revoir en profondeur, et c'est l'action qu'a engagé le président de la République, notre relation avec l'Afrique, et faire en sorte qu'une action multilatérale, c'est pour cela que nous plaidons auprès de l'Union européenne, pour qu'il y ait un engagement beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Merci beaucoup Dominique de Villepin d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci.